Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Encore une fois, nous avons un programme passionnant qui mettra en lumière des individus exceptionnels et des projets prometteurs. Tout d'abord, nous aurons Jean-François Karizik et son invité de marque. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Brahim, comment vas-tu ? Ça va, merci. Un invité un invité prestigieux puisque nous recevons un mannequin international aujourd'hui sur le plateau. C'est pas rien, c'est un privilège et je suis ravi de l'avoir, ce privilège, et de le faire partager avec vous. On parlera de son métier de mannequin, de son parcours, de son identité, de sa transition. Et puis, je pense qu'il en profitera pour te donner, Brahim, quelques conseils pour la prochaine Fashion Week. Oui, effectivement, ouais. Je suis vraiment très intéressé. On va donc devoir tendre l'oreille. Mais ce n'est pas tout. Nous vous invitons également à plonger dans le roman d'Éric Chacour intitulé « Ce que je sais de toi » dans C'est à lire avec Éric Garnier. Bonsoir. Ah oui, et là, puisque j'ai un peu de temps ce soir, je crois que je vais essayer de vous convaincre que c'est le prochain roman que vous devez absolument acheter. On sera donc convaincu tout à l'heure. Et bien sûr, nous ne manquerons pas de vous faire profiter de la bonne musique avec le talentueux réalisateur Nathan Hilero qui nous fera découvrir tout simplement les sons de la fierté. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Toujours heureux d'être avec toi, en face de toi, le lundi soir. Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce soir, on a quand même pas mal de belles choses en termes de sons de la fierté puisque je vais vous parler d'un artiste du nom de Troye Sivan. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et pour démarrer, nous sommes en ligne avec Alain Gavant, responsable de l'Observatoire de l'Autre Cercle, initiateur et chef de projet Rôle Modèle LGBT+, et alliés, pour nous parler de la cérémonie des rôles modèles du 10 octobre au Grand Rex à Paris. Bonsoir Alain. Bonsoir Brahim, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère aussi. Merci en tout cas de nous appeler pour nous parler de cette grande soirée du 10 octobre. Alors j'aimerais que tu nous rappelles un peu la mission et les objectifs de l'Autre Cercle, et notamment en ce qui concerne les rôles modèles LGBT+, et alliés. Alors l'Autre Cercle, c'est une association qui n'est pas toute jeune, qui a 25 ans et qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Donc c'est vraiment très spécialisé sur le domaine du travail, de l'entreprise ou des entreprises privées et publiques. Et donc nous avons lancé en 2019 la première édition à la Maison de la Radio des rôles modèles LGBT+, et alliés. Et c'est important parce que chaque année, donc nous sélectionnons 100 rôles modèles LGBT+, et alliés. Il y a en moyenne 200 candidatures à chaque fois. Et l'idée, c'est de mettre en lumière des personnes LGBT+, qui réussissent professionnellement, qui s'impliquent, qui s'engagent et qui montrent qu'on peut réussir professionnellement donc tout en étant LGBT+. Et donc ces rôles modèles deviennent des figures d'identification à une période où aujourd'hui une personne sur deux n'est toujours pas visible sur son lieu de travail parce qu'elles ont peur des LGBT-phobies, elles craignent les stéréotypes, elles craignent d'être exclues dans le collectif de travail. Donc c'est cette mission que nous sommes fixée au sein de notre cercle. Alors les rôles modèles, c'est une des missions, mais il y a des publications, il y a des formations, il y a un guide sur la visibilité lesbienne qui a été réalisé dernièrement. Donc il y a toute une série d'actions pour permettre aux personnes LGBT+, de se sentir plus à l'aise, mieux dans leur basket, si on peut dire, au travail. Et alors, quand les personnes deviennent rôle modèle et identifiées par l'Autre Cercle, elles finissent. Il y a un impact quelque part dans les entreprises. Vous l'avez ressenti depuis maintenant 5 ans. Et donc c'est ce que nous allons démontrer lors de notre soirée du 10 octobre. Effectivement, elles prennent la parole, on les écoute, elles prennent des initiatives dans l'entreprise, à l'extérieur, dans les médias. Donc c'est effectivement
c'est à la fois une reconnaissance, et puis c'est une façon aussi de les mettre en lumière, puisque je crois que notre communauté LGBT+, elle a aussi besoin de fierté. Évidemment, il faut parler des LGBT-phobies, des discriminations, du versant, je dirais, un peu négatif, si je puis dire, mais il faut aussi montrer que la fierté d'être LGBT+, c'est vraiment le sens de ces rôles modèles. On a compris, donc c'était vraiment des modèles qui arrivent à entraîner une grande partie des LGBT qui étaient jusqu'à maintenant dans l'ombre. Est-ce qu'on arrive aussi en province, par exemple dans les entreprises en province, identifier des personnes et des personnes qui osent dire les choses? Alors malheureusement, ça reste encore un sujet parisien sans dévoiler les chiffres que je vais donner le 10 octobre à notre soirée au Grand Rex, ces 3/4 des rôles modèles sont parisiens, sont malheureusement plutôt dans de grandes entreprises, donc ça veut dire qu'il y a encore un gros travail dans les TPE, les PME, et nous avons aussi beaucoup de difficultés à avoir des rôles modèles lesbiennes. Donc, alors nous y parvenons, mais il faut déployer beaucoup d'énergie parce que les lesbiennes sont moins visibles. Elles cumulent souvent la discrimination à la fois d'être une femme et d'être homosexuelle. Et donc nous faisons tout un effort effectivement pour avoir davantage de rôles modèles lesbiennes. On t'avait perdu à un moment donné. On en était aussi donc aux lesbiennes qui étaient un peu moins visibles que les gays. Il y en a certaines aussi qui souhaitent tout simplement pas dire les choses et se mettre en avant. Je pense que en fait la non-visibilité, c'est une personne sur deux dans le monde du travail qui n'est pas visible. En fait la visibilité, l'invisibilité, rester dans le placard, c'est aussi parce que ça traduit d'abord une crainte. Les hétérosexuels, personnes cisgenres n'hésitent pas à ne pas cacher leur hétérosexualité. C'est vraiment, ça traduit une crainte, ça traduit un monde qui est quand même hétéronormé. À partir du moment où il n'y a pas de raison de cacher qui l'on est, y compris dans le monde du travail. Souvent on dit oui mais c'est privé, et les hétérosexuels disent tout le temps qu'ils sont hétérosexuels en parlant de leur conjoint, leur conjointe, en parlant de ce qu'elles ont pu réaliser le week-end. Donc il faut vraiment alors encore une fois, il n'y a pas de diktat du coming out, mais il est important que les personnes qui souhaitent être visibles puissent l'être. C'est vraiment ça le message que nous adressons au travers de cette cérémonie. Alors je ne sais pas si tu souhaites, Brahim, que je présente un peu ce qui va se passer. Ben justement, c'était la question. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer plein de choses et donc les auditeurs sont invités, puisque c'est cadeau. Vous pouvez vous inscrire à cette soirée. Ça se passe au Grand Rex, c'est le 10 octobre, c'est à 18h30, mais il faut venir un peu avant parce que nous attendons 2700 personnes. Pour l'instant, il y a 2100 inscrits. Il y a encore 500 places, 500-600 places. D'abord, c'est une soirée qui va être animée par Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1, qui nous fait la gentillesse d'animer cette soirée. Et puis, il y aura bien sûr la ministre de la Diversité, Bérangère Couillard. Il y aura des dirigeants de grands groupes qui sont rôle modèles, Alexandre Meymat, Société Générale, une dirigeante d'AXA, un dirigeant de chez Legrand, une dirigeante d'Orange, et puis donc les animateurs qui ont animé les précédentes éditions. Donc il y aura en guest star Léa Salamé qui viendra en personne, qui reviendra, Jean-Baptiste Marteau de France Télévisions, Mathieu Vidard de Radio France, Julia Foyce également de Radio France. Un autre cadeau, c'est une humoriste que vous connaissez
peut-être, qui maintenant est tous les soirs sur France Inter à 17h, c'est Marine Baoussan. Et puis un spectacle de voguing, 10 minutes de voguing avec donc The First French House. Il y aura un documentaire qui est réalisé par Marlise de Melandre qui va retracer 4 portraits pendant 15 minutes de nos anciens rôles modèles. Il y aura une enquête Ipsos qui va révéler également ce que pense l'opinion publique du coming out, parce que, rappelons-le, cette soirée, le 10 octobre, a lieu la veille du Coming Out Day. Voilà, il y a plein d'autres surprises, mais j'aurais dû commencer par là. En fait, il y aura les 100 rôles modèles, lauréats et lauréates cette année, qui vont monter sur scène, et ce sera un grand moment d'émotion, puisque ces 100 rôles modèles vont s'ajouter aux 350 rôles modèles des éditions passées. Et je rappelle que Brahim, tu es rôle modèle de l'édition, alors je ne sais plus si c'est... 2019, oui, c'était 2019, effectivement. Voilà. Donc tu nous as fait l'honneur d'accepter d'être rôle modèle, et donc voilà, donc ça va être un grand moment, donc c'est gratuit. Et je serai présent. Alors pour ça, par contre, il faut s'inscrire, pour des raisons de sécurité et de logistique, donc il faut effectivement s'inscrire. Alors en suivant le lien c'est rôle modèle, rôle au pluriel, modèle au pluriel, sans accent, lgbt.fr, et donc vous allez tomber sur le site directement pour vous inscrire. C'est obligatoire de s'inscrire pour cette soirée. Donc venez avec vos amis, votre famille, vos collègues, les gens que vous voulez convaincre, parce que l'idée c'est quand même d'embarquer les gens et de leur faire comprendre que voilà, on peut être fier d'être LGBT et réussir professionnellement, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre. Et c'est bien d'avoir décroché le Grand Rex quand même. Ouais, c'est top, c'est top, ouais. Donc, avec tout, à Paris, avec tout ce qui va avec, et puis puis tous les participants qui ont accepté de venir sur scène, quoi. C'est quand même, c'est une belle affiche. Alors, nous avons des têtes d'affiche. Alain, on va rendre hommage un peu aux gens qui travaillent avec toi à l'autre cercle, si tu pourrais en citer. Tu me diras maintenant, s'il faut citer tout le monde, il faut surtout pas oublier personne. Alors peut-être qu'il faut dire simplement l'équipe de l'autre cercle. Oui, l'équipe, y a Raphaël Benamou, il y a Benjamin Vaudan, il y a Louis Caucase, bien sûr nos deux coprésidents, puisque nous avons maintenant une coprésidence, Sylvie Mézel et Florian Barat, il y a Catherine Tripon, notre porte-parole, il y a Julien Ami également, voilà, j'en oublie certainement, je vais me faire tuer ce soir, parce que en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une trentaine de personnes qui travaillent sur ce projet. C'est vraiment un projet gigantesque. Faire venir 2700 personnes sur l'inclusion des personnes LGBT+, c'est quand même c'est un projet énorme. Bon, il y a des sponsors qui sont prestigieux, puisque c'est Atos, c'est LVMH, c'est Legrand, c'est France Télévisions, Capgemini, Société Générale, c'est un partenaire qui est Radio France. Voilà, donc c'est vraiment c'est une grosse machine, et nous sommes fiers. Précisons aussi que c'est sous le haut patronage du président de la République depuis 5 ans. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués pour faire que ce 5e anniversaire soit vraiment une réussite, et que nous communions ensemble, que nous célébrions ce moment d'inclusion et de fierté d'être LGBT+ au travail. Rendez-vous le 10 octobre au Grand Rex à Paris. À quelle heure ? Alors c'est à 18h30, mais il faut absolument venir à 17h45, parce que vous imaginez bien que faire monter 2700 personnes dans tous les étages du Grand Rex, il est important de venir à 17h45. Il est l'heure de vous inscrire, il y a de la place et c'est gratuit. Merci Alain Gavant. Donc le lien sera aussi sur nos plateformes tout près de notre petit podcast. Et vivement le 10. Ouais, vivement le 10, Bonne soirée. Merci, bonne soirée, à très vite, au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Avant que tu passes te produire au Grand Rex, Nathan, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical ? Aïe, 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 aïe.
Si seulement je pouvais le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. On reste à Homo Micro et on reste fidèle et humble aussi. Il faut surtout être humble par rapport à sa position. Et je pense que c'est ce que je suis. Mais voilà, c'est... Si jamais j'ai la chance de me produire au Grand Rex, vraiment, forcément, je viendrai déjà dans Homo Micro, de 1. Et de 2, j'inviterai tout le monde, ici, autour de cette table, à venir participer. Et on pourra passer en première partie ? Oui. C'est parfait. Donc... Ce soir, je vais vous faire découvrir un artiste du nom de Troye Sivan. Si vous ne le connaissez pas, il est né en 1995 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cependant, il passe toute son enfance en Australie. Troye Sivan a rapidement montré des signes de son talent musical dès son plus jeune âge. Il a commencé sa carrière en tant qu'acteur, mais c'est sur YouTube que sa voix a été découverte par un public plus large. Ses reprises et ses compositions originales ont suscité l'admiration, et il a rapidement été oui, bien sûr. Il a rapidement été repéré par l'industrie musicale, et donc c'est comme ça qu'il va lancer une très très grande carrière. L'une de ses caractéristiques les plus marquantes, c'est son courage à dévoiler son identité en tant que personne gay dans une industrie qui, à l'époque, manquerait cruellement de diversité et de représentation LGBTQI+. En 2013, Troye a publié une vidéo émouvante sur sa chaîne YouTube dans laquelle il révélait son homosexualité. D'ailleurs, il y a une interview aussi sur une chaîne australienne qui demande au père de Troye Sivan, une fois qu'il a fait son coming out, est-ce que du coup il le reconnaîtrait toujours comme son fils ? Sur ce quoi, le père a répondu, bien sûr, bien évidemment. Donc, pas de problème au niveau de l'identité dans la famille, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Donc en 2013, déjà il fait ça, et en plus cette diffusion, elle a eu un impact profond sur de nombreux jeunes qui se sont sentis inspirés et soutenus par sa sincérité. Troye Sivan a rapidement transformé son vécu en musique. Son premier EP, donc c'est Tricks pour Troye du coup, mais à la place du O il y a un X, a été un énorme succès en 2014, mettant en avant sa voix suave et ses belles paroles personnelles. Il a poursuivi avec des albums tels que Blue Neighborhood en 2015 et Bloom en 2018, qui ont renforcé sa réputation en tant qu'artiste pop incontournable. Il a aussi fait un morceau très connu qui s'appelle Oh My My My, qui a continué en plus à contribuer à sa notoriété. Et il est devenu vraiment un artiste incontournable de la pop ces derniers temps. Ses chansons abordent des thèmes tels que l'amour, l'acceptation de soi et l'exploration de l'identité, touchant un large éventail des publics. En plus de sa carrière musicale, Troye Sivan est un défenseur passionné des droits LGBTQI+, et il s'engage activement pour des questions sociables. Et sociales aussi. Il a utilisé sa notoriété pour sensibiliser les questions de discrimination, d'intolérance et de harcèlement, notamment envers les jeunes LGBTQI+. Il est également impliqué dans des œuvres caritatives et des causes humanitaires. Cet héritage s'étend au-delà du coup de sa discographie, il est le porte-voix d'une génération qui lutte pour l'acceptation, l'amour et l'égalité. L'artiste ne cesse d'évoluer. Son album In a Dream en 2020 a montré une facette plus expérimentale de son travail, tout en maintenant son talent mélodique distinctif. Il est également apparu dans des films, montrant ainsi sa polyvalence artistique. Il faut savoir qu'il a joué dans un des X-Men, juste pour ça, quand même, on va pas lui cracher dessus. Et d'ailleurs, cet été, il a sorti le son le plus hot avec des mannequins torse nu, montrant d'ailleurs aussi certains plans en backroom. Je vais vous dire ça à la toute fin parce que le morceau, justement, on va l'écouter. Il est vraiment versatile, dans tous les sens du terme. Troye Sivan, c'est bien plus qu'une simple pop star, ses plus grandes maisons de couture se l'arrachent pour qu'il défile avec elle aux différentes Fashion Week, rien que pour ça. C'est un modèle pour la jeunesse du monde entier, un artiste authentique qui ne craint pas de défendre ses convictions et de partager son histoire personnelle. Sa musique est un miroir pour l'expérience humaine et son engagement envers la justice sociale est un exemple puissant de l'influence positive que la musique et l'art peuvent avoir sur notre monde. Alors ce soir, je vais vous faire écouter le clip et le son le plus hot de l'été, Rush de Troye Sivan. On écoute ça tout de suite. Tell me what you want. Chasing you vibration. Let your body talk to me, baby love. If you wanna show me why you've been scheming up. If you wanna trust the simulation, don't you let it break. Every stimulation, promise I can take what you wanna get. Boy, you better show me why you've been scheming up. You got my heartbeat racing, my body racing. I feel the rush, addicted to your touch. Oh, I feel the rush. It's so good, it's so good. I feel the rush, addicted to
le cercle des chroniqueurs. C'est le moment de retrouver Éric Garnier pour sa chronique livre. Rappelle-nous le titre de ton ouvrage. Alors, ce que je sais de toi, non pas de toi Brahim, mais j'ai eu peur. Même si avec tes livres et les films auxquels tu as participé, les dossiers dans l'Express, on peut un peu te connaître, mais bon. Alors, c'est un jeune écrivain, c'est son premier roman, Éric Chacour. C'est un Égyptien qui a passé sa vie au Canada. Ses parents ont quitté l'Égypte. Ce sont des Égyptiens, mais qui ne sont pas des musulmans, qui sont un peu d'origine libanaise et syrienne, mais enfin, le noyau de la famille était en Égypte. Et Éric Chacour donc publie Ce que je sais de toi chez Philippe Ray. Je l'ai vu, il est absolument charmant. Je ne sais pas si on pourrait l'inviter, mais il doit être très sollicité. Mais à la grande librairie d'Augustin Trapenard, et franchement, il crève l'écran. Il est charmant. C'est pas un beau gosse, mais il a beaucoup de charme. Voilà, parce que les écrivains sont pas obligés d'être beaux quand même. Pas tout leur demander. En tout cas, Éric Chacour est un excellent romancier. Alors, ce que je sais de toi, c'est pas l'ancien prof de français qui va vous faire un cours, mais il y a là-dedans « je » et « toi ». Bon, alors, commençons par ce « je ». Bah, d'abord, ce « je », on va pas savoir tout de suite, dans la lecture du roman, qui est ce « je », c'est-à-dire qui raconte cette histoire. Alors, par contre, toi, ce que je sais de toi, c'est lui, c'est Tarek, qui est le personnage central du roman. Il n'est pas le seul, mais disons que voilà, c'est le cœur du roman, en plus un homme de cœur. On est au Caire, en Égypte, vers les années 1980, et alors c'est un docteur. En fait, il a fait un peu comme son père, parce qu'il n'était pas tout à fait libre. C'est une société où on n'est pas extrêmement libre de ses choix, hein, d'aucun genre. Lui, il a été docteur pour faire plaisir à son père. On verra que c'est un excellent docteur par ailleurs, très, très humain. C'est un bon fils qui a fait plaisir à papa, maman. Et c'est un bon mari. En tout cas, il a été un peu obligé de se marier pour faire plaisir à ses parents aussi. Voilà. Mais dans tous les domaines, il fait le mieux qu'il peut avec vraiment... il est très honnête. C'est un personnage très honnête. Et puis, voilà. En dehors de Tarek, il y a quelqu'un qui va être un rebondissement, hein, parce que ce livre, il est passionnant par sa richesse, une très belle écriture, assez classique, et surtout des personnages et des rebondissements. Il n'y en a pas trop, hein, parce que ce serait trop chargé, mais il y en a à peu près 5. Et le premier rebondissement, ça va être quand le docteur Tarek va rencontrer Ali, qui est un jeune kérote, de famille très pauvre, et qui vient un jour dans le cabinet de Tarek pour lui demander de venir. Sa mère ne peut pas se déplacer au dispensaire, et de venir pour soigner sa mère qui est gravement malade. Donc, voilà. Donc, ils vont se rencontrer. Alors, moi, je ne veux pas, comme trop d'articles dans des revues ou parfois à la radio, ce qu'on appelle spoiler, c'est-à-dire les Canadiens ont inventé le mot divulgacher, c'est-à-dire gâcher l'intérêt du livre en divulguant. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire, mais je vais essayer quand même de vous donner envie de vous jeter aux mots à la bouche et ailleurs sur ce roman. Alors, vous dire que la rencontre entre Ali et Tarek, c'est deux mondes qui se rencontrent. Tarek vit bien, Ali, c'est la pauvreté qu'on voit, qu'on connaît de l'Égypte. Vous vous souvenez, cette religieuse française qui vivait sur un tas d'ordures avec... vous vous souvenez comment elle s'appelait cette... Bon, bref. Alors, cette rencontre, est le cœur du livre. Aussi vous dire que
on va les suivre, on va suivre en s'attachant de plus en plus à eux, à travers les vicissitudes de cette relation qui va évoluer. Vous le découvrirez. Vous dire aussi que, certes, la tonalité homosexuelle est présente. C'est même l'un des fils rouges, ou j'allais dire un des fils roses de ce roman. Vous dire aussi que ce roman peut être lu par tous les genres, toutes les gens de sexualité diverses. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un vrai roman, romanesque. C'est-à-dire, on sent que c'est une fiction, il ne raconte pas sa vie, c'est pas une autofiction comme il y en a beaucoup. Voilà, c'est souvent passionnant, l'autofiction. Par exemple, Annie Ernaux, c'est de l'autofiction, c'est passionnant. Mais là, on retrouve le goût du roman, du roman avec beaucoup une trentaine de pages, donc 300 pages, pardon. Il y a une construction aussi qui est parfaite. Il y a des retours en arrière qui permettent à notre curiosité d'être toujours stimulée. C'est pas un livre qui avance comme ça chronologiquement. Hop, il y a des retours en arrière qui s'expliquent vraiment, car il y a, je ne veux pas dire du suspense, c'est pas un roman policier, mais il y a vraiment matière à être bouche bée parfois. Et les rebondissements ne sont jamais excessifs. Ils sont très forts, mais ça ne sonne jamais faux. Vous dire aussi que les personnages sont tous très attachants, pétris de sentiments, sauf peut-être la mère du docteur Tarek, qui, comme parfois trop de parents, veulent faire le bien de leurs enfants, malgré eux. Et vous verrez comment la mère de Tarek essaye de faire le bonheur de son fils. Alors, c'est aussi un roman qui aborde des thèmes, souvent abordés, mais avec vraiment un angle tout à fait passionnant. La filiation, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'avoir des enfants ou être le fils d'une dynastie dans un pays comme un pays musulman, par exemple. L'amour, mais la sincérité dans l'amour, c'est-à-dire que c'est vraiment un très beau livre sur l'amour. L'amour sincère, on pourrait presque dire pur. Alors, ça peut faire sourire, mais il arrive vraiment dans ce monde qui est difficile, il arrive à mettre en valeur l'amour pur. On ne peut pas lâcher ce livre. Alors, je ne dirais pas que c'est un page-turner, comme on aime bien dire, comme on dit spoiler. Donc, on va dire, on ne peut pas lâcher ce livre parce que on veut, et je l'ai vécu, moi, parce que moi, j'adore lire, c'est ma passion, mais je ne peux pas lire longtemps un même livre. Et là, je me voyais le lire pendant 2 heures de suite, ce qui ne m'arrive pas. Puisque je lis beaucoup de livres en parallèle, mais celui-là, je me forçais à me dire « Arrête-toi, là, tu vas le finir trop vite ». Bon, même s'il fait 300 pages. Donc, on ne peut pas lâcher ce livre, car on veut, à chaque page, davantage savoir ce qui va arriver, pourquoi. Et souvent, on ne voit pas venir le rebondissement. Donc, c'est une réussite totale, une lecture inoubliable, et ça s'appelle « Ce que je sais de toi », par Éric Chacour, chez Philippe Ray. Et voilà, je verrai ce que vous savez de ce livre. Vous, si la prochaine fois je vous interroge, est-ce que tu l'as lu ? Est-ce que tu l'as lu ? Si vous ne savez pas répondre, là, attention. Ce que je te propose, c'est de le remettre à notre invité Amir, et après il reviendra dans quelques semaines nous en parler. Avec plaisir. Et alors, comment tu as découvert ce livre, Éric ? Alors, j'ai découvert ça, je crois dans Tétu. Il y a eu ensuite un article dans Le Monde, il y a eu l'invitation sur la 5, dans la grande librairie. Il y a eu, comme je lis pas tout... Ah oui, il y a eu un très bon article dans l'Obs aussi. Voilà, et bon, mais il y a 450 romans qui sont sortis au mois de septembre, donc pour arriver à... Voilà. Mais je sais que le numéro 1 des ventes, c'est un truc absolument incroyable. C'est un gars qui s'appelle Panayotis
Pasco, je crois, Oui. qui est un ancien un jeune homme, un ancien chroniqueur de, je ne sais plus chez qui. Il était chez Yann Barthès dans Yann Barthès. Quotidien, il est publié aux éditions Stock. Stock, et alors, c'est en tête, il bat tout le monde pour un livre de révélation de son homosexualité. Alors, Oui. ça, si je peux me permettre, ça va un tout petit peu plus loin parce que, en fait, il a fait une très très grosse dépression. C'est ça surtout qu'il raconte. Les médias en ont fait un combat effectivement sur. Moi, je suis célèbre, donc je peux vous dire que je suis pédé dans un livre. C'est plus complexe que ça, en fait. Il a vraiment fait une grosse dépression qui n'était pas nécessairement liée à ça, mais qui était liée à son arrivée dans le monde du spectacle très jeune, en fait. D'accord. Et en fait, je l'ai contacté pour lui proposer de venir. Et j'attends sa réponse. Ouais. Très, très Vous êtes venir au mot à la bouche pour présenter son livre. Donc là, je pense qu'il ne faut pas trop espérer, sauf si tu le connais vraiment bien. Mais là, en ce moment, il est complètement débordé. Il est numéro 1 en France. Voilà. Espérons. Oui, Nathan. Alors moi j'aurais une question pour Eric. Étant donné que tu n'aimes pas trop les anglicismes, enfin je peux voir parce que tu dis j'aime pas trop Boyle. Et aussi être français, hein, en bac professionnel. Donc j'adore l'anglais, mais j'adore le français. Et je constate que beaucoup de gens utilisent des anglicismes par snobisme, par inconscience, par stupidité. Et moi, ça m'agace. J'adore les deux langues. Hein. Attention, c'est pas... Nathan. Donc du coup je disais tu aimes un peu, enfin pas trop les anglicismes. Est-ce que dans ce cas-là tu voudrais, du coup si on changerait spoiler, est-ce que tu voudrais pas le changer plutôt pour son homologue canadien qui est divulgaché? Tu n'as pas écouté, je l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Autant pour moi. Ta punition, ce sera même pas une punition, un bonheur, c'est de lire le roman dont je viens de Ah, parler. c'est parfait. Dans ce cas-là, je le lirai. Merci Eric. Le livre sur ta table de chevet dont tu vas nous parler la prochaine fois. Ah, j'en ai lu 3 déjà. J'en ai 3 encore en avance, mais là, j'arrête de lire de la littérature gay parce que, voilà, il n'y a pas que ça. Là, je lis un vieil Alexandre Dumas qui n'est pas très connu, qui s'appelle Pauline. Je ne peux pas lire que des romans gays, c'est pas possible. Il y a tellement de choses merveilleuses. Donc voilà, j'ai 4 livres d'avance, mais pour le moment, je ne lis plus de littérature gay. Merci Eric. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan, retour à la musique. Effectivement, retour à la musique. Et est-ce que je vous ai dit à quel point j'aimais Daft Punk? Je pense pas. Bref, ce que je voulais dire, c'est que justement Daft Punk, c'est et pour moi je dis de très loin, c'est mon groupe de musique électronique préféré. C'est celui qui m'a fait découvrir en tout cas la musique électronique, qui m'a ensuite introduit au monde de la musique électronique, qui m'a fait continuer à écouter de la musique électronique et de l'EDM dans les années 2010. Mais voilà, je tenais à le dire, effectivement, Daft Punk, c'est une masterclass. Peu importe les albums qu'ils ont sortis, ça a toujours été très très bien travaillé, même si les derniers ont été un peu moins originaux que les premiers où il y avait beaucoup plus de samples, eh bien forcément je me rattache aux premiers albums, ou du moins ceux qui m'ont fait un peu, on va dire, rêver par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que l'album Discovery, que j'ai beaucoup écouté, forcément, est en lien en fait avec un dessin animé qui a été fait. C'est même pas un dessin animé, c'est une animation qui a été faite avec du coup un très grand réalisateur japonais, donc j'oublie encore le nom, ça m'énerve énormément. Mais du coup, c'était donc 5555 Interstellar, qui était extrêmement connu, qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'en fait, du coup, Daft Punk a été assez... en tout cas, a travaillé en très grande et étroite collaboration avec du coup le réalisateur, pour une raison simple, c'est qu'au fait, le dessin animé, et du coup l'animation, est basée sur la musique qui est à l'intérieur de l'album. Donc, l'animation est sortie en 2003, tandis que l'album est sorti en 2001, Discovery. Donc ils ont eu 2 ans pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ça qui est magnifique. Justement, je trouve d'ailleurs que l'animation est ultra bien faite. Ce qui est dommage, cependant, c'est que j'aimerais bien justement les avoir à nouveau, c'est que Daft Punk n'a même pas ressorti les différents clips, en tout cas qui étaient à l'intérieur du DVD et de l'animation. Ils l'ont même pas ressorti en 1080p, alors que le film en entier, donc 555 Interstellar, existe justement en entier en 1080p et pourra même exister d'ici peu peut-être en 4K. Donc c'est pour ça, c'est pas mal. Si vous savez pas trop, ces dernières années, pas mal de grands labels, pas mal d'anciens classiques ressortent en 4K, notamment Michael Jackson qui est en train de ressortir Thriller, et aussi Beat It qui sont ressortis en 4K sur YouTube. Donc voilà, c'est pas mal sur le reste. Kafka, c'est un romancier de l'absurde, non? Oui, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec.
Bref, sur ce, je voulais vous laisser avec une chanson pour moi qui est assez impressionnante parce qu'en fait, on sait tous que Discovery est un mélange de samples qui est monstrueux, un travail de samples qui est assez incroyable. Le meilleur, en tout cas, qui pour moi est une pépite, c'est Face to Face qui contient plus de 10 samples à l'intérieur du morceau qui ont été découpés et remis en forme. Mais il y a un morceau qui nous échappe tous les jours, d'ailleurs, au passage, sur cet album qui pour moi est la chanson la plus originale qu'ils aient faite, alors que pourtant on essaye de retrouver certains samples, qui n'est pas encore ultra clair d'ailleurs par rapport à ça. Il y a peut-être une chanson et c'est même pas encore sûr que ça soit celle-ci. En tout cas, je voulais vous faire écouter cette magnifique basse assez groovy et aussi ce morceau assez lent et assez sympa qui est Something About Us. On écoute ça tout de suite. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous allons terminer cette émission avec Amir, ton invité Jean-François. Et oui, j'ai la chance, le privilège, je le redis, de recevoir sur ce plateau Amir, qui est mannequin, qui fait une carrière internationale depuis déjà pas mal d'années. Il sera, là, il est un petit peu en off, puisque c'est la Fashion Week Femmes, donc il attend janvier pour la Fashion Week Hommes, ce qui n'empêche pas de bosser entre les deux. Et je voulais lui poser tout de suite une question. Amir, tu as été castée et repérée en tant que fille, très jeune, dans ta région. Comment ça s'est passé, cette rencontre ?
Ça a été, je m'étais déjà fait repérer avant quand j'avais 15 ans, mais j'étais vraiment pas intéressé parce que j'avais pas vraiment d'intérêt pour la mode en fait, et donc j'avais refusé. Puis ça s'est repassé une autre fois l'année d'après en fait, quand j'avais à peu près 16 ans. Et cette fois, j'ai décidé de dire oui, de me dire pourquoi pas y aller, parce qu'on me le répétait de plus en plus souvent. Et je me disais, si ça peut être l'occasion de partir ailleurs et de pouvoir peut-être voyager assez tôt. Moi, c'était vraiment, je voulais voyager, quoi. Donc, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être ma porte de sortie avant l'heure. Donc, j'ai décidé de me lancer, quoi. Donc les voyages, c'était surtout la capitale, Paris, l'univers de la mode, les paillettes, mais dans le beau sens et bon sens du terme. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé dans le monde du mannequinat, finalement, du jour au lendemain ? Ça a été... déjà, il y a eu quand même une préparation avant, parce que quand on fait du mannequinat, ou du moins à cette époque-là, quand on se faisait repérer pour qu'on en fasse ensuite à haut niveau, il y avait un temps de préparation quand même avant de nous envoyer directement dans la gueule du loup, on va dire. Fallait fallait apprendre à marcher, fallait apprendre à poser pour les photos, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, dire devant un directeur de casting. En fait, c'est un peu comme jouer aux échecs. Il y a plein de petits codes cachés. Donc, il y a eu une préparation déjà avant ça, qui était très spéciale. Enfin, j'avais l'impression de rentrer dans un monde complètement différent. Et donc, tu te dis, voilà, quand t'es... Puis au final, c'est ça, quand je dis qu'il faut apprendre à marcher, parce qu'en général, quand tu as 16 ans et que tu fais 1m80, t'as jamais mis de talons. Donc, faut bien commencer quelque part, et après, faut que tu saches tout porter, même quand c'est pas à ta taille, et bien marcher, quoi. Donc, il y a eu une préparation. Et ensuite, on m'a dit, vas-y, j'ai fait ma première Fashion Week à Paris en septembre 2016. Et j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Puis à partir de là, tout s'est un peu enchaîné, quoi. Et alors, je le précise quand même, avant d'aborder l'autre question, tu as passé ton bac comme ça en candidat libre, finalement. Tu étais parti pour prendre des cours, et puis ça s'est pas fait, parce qu'évidemment, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu t'es présenté au bac, ça a fait un plaisir à Eric Garnier, et tu l'as eu haut la main. Haut la main, oui, bon, j'ai eu mention assez bien, quoi. Moi, je m'attendais sans mention, mais non, j'étais content. Ma mère était contente surtout, parce qu'elle a bien stressé pendant une année, et moi aussi, l'air de rien... j'étais quand même plutôt rassuré, mais c'est vrai que oui, c'était le bac par le CNED. Donc voilà, je me suis reposé sur mes acquis pour l'avoir. Je vais pas mentir, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup ouvert les bouquins du CNED. De bons acquis, manifestement. Hein. Ah oui, ça allait, moi, à l'école, ça allait. Alors, on va passer à la deuxième partie de ta carrière, parce que c'est un mannequin qui a une carrière en deux parties. La première en tant que fille et la seconde en tant que garçon. Et ça, c'est pas rien. Tu as intégré donc toutes ces agences, tu as été auréolé de succès, ça a très bien fonctionné pour toi, tu as fait une carrière internationale assez rapidement et tu décides de faire une transition. C'est-à-dire que pour que ce soit clair, de passer de fille à garçon. Ouais. Et pour la petite anecdote, je reprends ce que tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette interview, en plein showroom Givenchy, ça a été le déclic. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'était moi ma transition, on va dire, c'était quelque chose que depuis que je savais que ça existait, donc c'est-à-dire depuis à peu près mon adolescence vers mes 16 ans, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que j'avais envie de faire. Donc j'ai quand même cogité pendant un moment, mais j'ai quand même décidé de, on va dire, mettre ma carrière en priorité parce que ça m'apportait énormément d'opportunités. J'étais en train de voyager partout dans le monde, ça marchait bien et l'air de rien, quand on a ce genre d'opportunité, je pense qu'il ne faut pas la gâcher ou du moins pas trop vite. Donc j'ai décidé de faire le compromis pendant plusieurs années finalement de toute ma carrière en tant que fille. Ce qui m'a quand même appris beaucoup. Je pouvais être malheureux parfois, mais je n'étais pas tout le temps. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent on imagine les personnes trans étant extrêmement mal tout le temps, nées dans le mauvais corps, etc. C'est souvent ce qu'on nous dit et qu'on nous répète. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais il y a quand même une note d'espoir dans le sens où... Donc voilà, moi avec ce compromis, ça m'a quand même bien aidé. Mais oui, il y a eu un moment où j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Je vais commencer à vivre comme j'ai vraiment envie de vivre. J'ai fait une bonne carrière, c'est cool, j'ai fait un peu d'argent, c'est bien, et maintenant, il est temps d'entamer autre chose, quoi. Et donc, j'ai fini ce showroom, du coup, et ensuite, genre une semaine après, j'ai appelé mes agences pour dire que voilà, j'arrêtais. À certains de mes bookers et de mes agents, je leur ai dit que je faisais une transition, d'autres, j'ai rien dit au début. Et voilà, et après, j'ai arrêté pendant un moment, quoi.
Et ces bookers et agences ont réagi comment ? Eh ben, mon agence, qu'on appelle mon agence mère à Paris, donc l'agence mère, c'est en gros la première agence dans laquelle tu signes qui te repère, et ensuite c'est elle qui te place dans des agences dans d'autres pays. Donc en fait, les autres agences passent toujours à peu près par cette agence-là. Donc moi, c'était avec eux que j'avais signé en premier, donc je connaissais depuis que j'avais 16 ans. On avait de très bonnes relations, donc ils étaient vraiment hyper cool. Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup épaulé, cette agence Silent Paris. Et donc non, ils ont été très compréhensifs en vrai, et on m'a même dit dans certaines agences, notamment à Londres, où c'était genre, mais tu sais, tu pourrais peut-être même continuer pendant ta transition, parce que à ce moment-là, il y avait eu du coup un homme trans qui était vraiment mannequin, qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait il s'appelle Nathan Westling, et il est passé dans Quotidien d'ailleurs quand il a fait son coming out il y a longtemps, et donc qui avait fait son coming out en tant qu'homme trans et qui avait un petit peu bossé après, et donc on m'avait dit tu pourrais peut-être faire pareil. Et donc moi je me suis dit, je pensais même pas à ça, parce que quand on fait une transition, on change tellement finalement, et le corps change tellement, et quand on est mannequin, on bosse avec son corps. Donc je me disais, transition plus mannequinat, je vais devenir fou. Donc il faut bien que j'en arrête un au bout d'un moment. Donc j'ai décidé quand même de au moins faire une pause. Et je pensais pas que j'allais pouvoir reprendre, mais finalement ça s'est fait. Donc, Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement ça s'est fait, les agences t'ont gardé, et tu es reparti sur une carrière en tant qu'homme, une carrière magnifique. Je dis carrière parce que tu as 24 ans, c'est très jeune, mais c'est quand même une carrière, parce que tu as commencé il y a presque 10 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est reparti extraordinairement. Oui, c'est bien reparti. C'est vrai que maintenant, je le fais plus à plein temps, parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses que la mode. Mais c'est vrai que ça me fait énormément de plaisir de pouvoir encore bosser avec de grandes marques, et de pouvoir encore travailler dans ce milieu, en fait, parce que je pensais pas que ça allait pouvoir être possible. Et finalement, oui, j'y prends encore plus de plaisir en le faisant, en étant vraiment moi-même, quoi. C'est chouette. Ce qu'on ressent vraiment dans ce que tu dis, dans l'histoire que tu nous racontes, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une douleur, comme tu disais tout à l'heure, une douleur intense, un mal de vivre extrême. On peut faire une transition d'une façon sereine, avec des difficultés, bien évidemment. On se pose des questions, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais ça peut être quand même relativement simple. Est-ce que c'est quelque chose que tu tiens à préciser ou... Oui, je tiens quand même c'est vrai à le préciser, parce que justement, moi, je pense que ma transition, j'ai eu de la chance, même si j'ai eu un parcours familial par rapport à mon identité LGBT qui a été quand même compliqué avant. Mais au niveau de ma transition, justement, en partant de chez moi et en ayant l'occasion de m'entourer, en fait, de personnes, même si elles n'étaient pas ma famille biologique, de personnes vraiment bienveillantes et LGBT aussi, j'en avais vraiment besoin pendant un moment d'être entouré de gens comme moi, surtout au début, pour pouvoir vraiment me construire. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais ça m'a beaucoup aidé, et je pense que rien que ça, d'être bien entouré, ça peut rendre la transition beaucoup plus sereine. Et au final, justement, on n'est pas obligé d'en souffrir énormément. On peut faire les démarches qu'il faut, même si ça prend du temps. Il y aura des difficultés, c'est sûr. Ça reste pas facile dans notre société d'être trans aujourd'hui. Mais je veux quand même laisser un message d'espoir, dans le sens où on peut très bien être heureux comme ça. Et que si on a envie de se lancer, moi je dis toujours, c'est mieux de se lancer plutôt que de regretter toute sa vie et de se cacher, quoi. C'est juste une question d'amour finalement, avec soi-même et avec les autres. Exactement. Du mannequinat, tu passes à l'acting. C'est parce que c'est vraiment une vraie star que l'on reçoit ce soir. Il a été casté pour la série Salade grecque, signé Cédric Lapiche quand même, ce qui n'est absolument pas rien. Et c'est son premier event au cinéma. Comment tu vois le métier d'acteur ? C'est encore tout nouveau pour moi, parce que depuis ça, j'ai dû faire seulement 2-3 projets. Donc on a tourné ça l'année dernière. En fait, c'est sorti cette année en avril. C'est sur Amazon d'ailleurs. Sur Amazon Prime, pour ceux qui veulent aller voir. Et donc non, moi c'était une première expérience, c'était assez génial. J'aurais jamais pensé faire ça en fait avant, même si je sais, on pense souvent que du mannequinat à l'acting il y a peut-être pas grand chose, mais je sais pas, moi c'était pas quelque chose, je pensais pas à ça. Et finalement ça s'est fait pareil, on m'avait dit de venir passer le casting, ça s'est bien passé, et l'expérience était super, et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Donc maintenant c'est ce que j'essaye de faire. Je fais des projets à droite à gauche, et puis on verra bien comment ça évolue, quoi. Mais en tout cas je sais que c'est un métier aussi qui est tellement incertain. C'est comme le mannequinat, je pense, en tout cas, moi, je le prends pareil. Si ça te tombe dessus, c'est bien. Et vas-y.
Voilà, si à un moment ça marche plus, je vais pas non plus me torturer pour ça. En tout cas, c'est quand même un métier très chouette et qui me plaît beaucoup pour l'instant. Et justement, par rapport au cinéma, on se souvient tous que Muriel Robin a poussé un coup de gueule chez Léa Salamé dans l'émission Silence, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, l'émission du samedi soir. Quelle époque, merci Brahim. Coup de gueule dans lequel elle dit plein de choses, dont le fait qu'être jeune acteur homosexuel, acteur ou actrice homosexuel aujourd'hui, c'est compliqué en 2023. Ces propos ont été, je le précise, soutenus par différents agents dans le cinéma français. Et ces agents disent eux-mêmes, nous on déconseille aux jeunes comédiens et comédiennes de se prononcer sur la sexualité avant d'avoir vraiment un nom. Est-ce que c'est quelque chose qui tu trouves scandaleux? J'imagine que oui, mais est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Pardon. Oui, c'est scandaleux, mais pas surprenant, parce que dans tous ces milieux, je pense que ce soit la mode ou même le cinéma, voilà, qui se disent artistiques et qui peuvent se dire qu'on peut croire ouverts, je pense que c'est des milieux qui sont extrêmement conservateurs finalement. Et il est pas du tout rare de justement qu'on nous dise vraiment noir sur blanc. Juste, moi je me souviens quand j'étais mannequin en tant que fille, j'aimais déjà les femmes, donc j'étais lesbienne. Mais on me disait ça justement, n'en parle pas parce que sinon les clients ils vont plus te booker, parce qu'en fait c'est ce que même disait Muriel Robin, et on est là pour être désirable, surtout en tant que femme, donc il faut vendre pénétrable. aux hommes. Et pénétrable, voilà. Et donc il faut vendre aux hommes, et à partir du moment où on ne vend plus aux hommes, c'est vrai qu'on est vu comme moins désirable. Donc c'est vraiment une réalité. Moi ça m'étonne pas que dans le cinéma ce soit pareil, et surtout je pense qu'aujourd'hui il y a un peu plus d'opportunités, mais ça reste quand même assez limité. Souvent, c'est des rôles qui sont vraiment dans des carcans très spécifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, quand elle disait, oui, il n'y a pas d'acteur qui fait une grande carrière, acteur homosexuel, à qui on fait jouer, en tout cas, des rôles d'hétéros. Ça n'arrive encore pas, un petit peu aux États-Unis, mais en France, on est vraiment à la ramasse niveau cinéma. On le voit tous les jours, et on le voit même sur les questions raciales aussi. Et je pense que ces sujets-là, il va bien falloir les aborder à un moment, parce que au final, ça nous donne un cinéma qui est beaucoup moins intéressant, et qui raconte des histoires qui, selon moi, sont moins intéressantes, ou du moins qui ont été racontées encore et encore. Et il est temps qu'on raconte les histoires des autres aussi, et qu'on les mette devant et derrière la caméra, je pense. Et que tout ça vive ensemble et travaille ensemble. C'est quand même très très important. C'est un très beau témoignage en tout cas. Ça, si on a un tout petit peu de temps, j'avais envie de te faire un petit extrait de Portrait chinois, pas dans sa totalité, mais ça m'est venu comme ça. Et j'avais envie de te demander... préparé ça. Pas préparé. Enfin, non, pas avec Amir. Effectivement, si tu étais une série TV. Si j'étais une série TV... c'est dur. C'est pas préparé. Être une série TV, je sais pas. Je regardais il y a pas très longtemps. Nathan s'agite en régie, je pense qu'il veut faire passer un message. Vas-y, dis-nous. Dis-nous, mais attends. J'aurais dit salade César, il faut faire la promo quand même. Salade grecque. Salade grecque. Bon, ouais, c'est vrai que je suis déjà un peu salade grecque. C'est vrai que c'est une bonne série dans le sens où ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de vécu. Mais sinon, une série que moi j'ai beaucoup aimée, c'était Pause. C'est une série américaine qui parle justement de la scène ballroom, donc le voguing, etc. dans les années 80. Je ne sais pas si vous connaissez le documentaire Paris is Burning, mais c'est dans la même époque. Et c'est vraiment très bien fait, ça a eu énormément de succès. Et c'est une série qui est en majorité sur des personnes trans, sur des personnes noires, sur des personnes non blanches et des personnes LGBT. Et on a vu que justement ça a eu un succès global en fait, avec pas seulement les gens de notre communauté, mais les gens aussi ailleurs qui ont trouvé ça extrêmement intéressant et bien fait et drôle. Et donc moi je vous la conseille, et s'il y avait une série que je pouvais être, ce serait peut-être ça. Il serait très bon pour une chronique. Si tu étais un vêtement. Un vêtement, pour un vêtement, truc simple. Pour un mannequin. Un truc simple. Moi, je suis très débardeur. Je porte tout le temps des débardeurs maintenant parce que j'aime bien montrer mes tatouages. Donc, je pense que ce serait ça. Et si tu étais un pays? Un pays. Je dirais... Encore 2 secondes. Encore 2 secondes. Allez, franchement, je dirais le Rwanda parce que je suis rwandais du côté de mon père et j'y suis jamais allé encore. Mais l'année prochaine, j'y vais. Donc, Paris, voilà. Tenue. Et le tout dernier, si tu étais un artiste, en 2 secondes aussi. Nina Simone.
Alors, c'est très bonne référence. On adore tous ici. Il faudra qu'on la passe. Comment ne pas l'aimer. Qu'on fasse un sujet sur elle. C'était elle aurait rêvé d'être pianiste classique. Est-ce que tu joues d'un instrument? J'ai joué un peu de piano. Sinon, j'ai joué du djembé pendant longtemps. Je faisais des percussions africaines en général. C'était très bien. Il reste encore 3 minutes. Hein. Il reste encore. Non, il y a de la musique. Il y a autre chose, tu sais. Ah, ouais. Merci beaucoup, Amir, d'avoir accepté merci mon invitation. J'espère que tu prendras plaisir à revenir nous voir. Oui, comme vous voulez. Parfait. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est fini pour ce soir, mais je vous rappelle quand même que nous avons reçu la semaine dernière Louise et Olivia de Violet & Co, les toutes nouvelles qui réouvrent. Ça réouvre, donc ça reprend le vendredi 13 octobre à 10h30. À partir de 19h30 pour une soirée d'inauguration. Il faut absolument foncer. Ça se passe au 52 rue Jean-Pierre Timbaud. Dans quel arrondissement? Le 11e. Le 11e, bien Elles sûr. ont changé d'endroit alors. Elles ont changé d'endroit. Ah oui, et d'accord. les travaux sont en train de se terminer. Merci d'avoir accepté cette invitation, Amir. Merci à vous, vraiment. À très vite. Et plein de bonnes choses pour toi. Merci à toi aussi, Jean-François. Merci. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié son samedi soir pour préparer l'émission. Oh, c'est beau, vraiment, au micro. Alors, je suis de bonne compagnie. Je voulais juste préciser que c'est vraiment un garçon en or. J'étais arrivé de rencontrer des gens pour des interviews diverses et variées, aussi dans une autre vie. Mais Amir fait partie des gens qui ont vraiment une très très belle âme, entre autres. Et, pas la grosse tête. Alors, c'est un très beau garçon. Alors, tu devais être une fille absolument extraordinaire. J'étais magnifique. J'étais magnifique. Moi, j'ai honte d'être à côté de lui parce que je ne ressemble à rien. Allez-nous C'est alors. fini pour ce soir. Et moi. Et surtout, allez voir les rôles modèles le 10 octobre à 18h30 au Grand Grex à Paris. C'est fini pour ce soir. À très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.